J'étais musicienne et mère de 4 enfants lorsqu'à 40 ans j'ai mis au monde mon fils Théo. Je pensais tout savoir sur ce qu'était être mère et ce qu'impliquait d'élever un enfant et de l'accompagner sur son chemin. Aussi l'ai-je accueilli avec confiance, avec sérénité, comme je l'avais fait pour ses frères et sœurs. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en vérité, dans notre société, tout est mis en place pour accueillir la normalité. Mais dès lors qu'on dépasse un peu trop des bords prévus, alors tout s'écroule. Je n'avais pas réalisé non plus à quel point la famille s'appuie sur les différentes institutions pour avoir le droit de s'épanouir dans la cité. Institutions sociales, médicales, éducatives, et tant d'autres encore dont je n'avais pas pris la peine de définir la légitimité. Je pensais naïvement que tout cela découlait de notre choix et que ces institutions n'étaient que des soutiens pour aider nos enfants à s'épanouir et à définir leur place en toute liberté. Il a fallu que mon fils Théo vienne au monde avec sa particularité pour que j'ouvre enfin les yeux. Dès les premiers signes de ces traits autistiques, notre vie est devenue une longue suite de combats, tous plus épuisants les uns que les autres. Le combat pour un diagnostic rapide, pour une prise en charge adaptée, pour une écoute bienveillante, pour un accompagnement respectueux, un combat pour le droit à la différence, tout simplement. Quasi immédiatement, on m'a fait comprendre que les particularités de Théo dérangeaient et qu'il n'était pas question pour les professionnels que nous rencontrions de l'aider à s'y épanouir, mais bel et bien de trouver un moyen de les faire disparaître, comme si on pouvait amputer cette partie de lui, quitte à le réduire à ce qu'il n'était pas. Alors, je me suis dressée face à cette armada de spécialistes de tous bords qui clamaient avec mépris et arrogance un soi-disant savoir à propos d'un enfant dont ils ne connaissaient rien. Je leur opposais une posture patiente, respectueuse, on m'accusait de désordre mental, on me soupçonnait de bêtises, on me menaçait d'exclusion, voire d'enfermement. Ce furent des années d'une extrême douleur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul sur cette période et d'une certaine manière, je me réjouis de l'avoir traversée car elle m'a obligée à faire des choix politiques, sociaux, familiaux, des choix en tant que mère, mais également en tant que citoyenne. Tout d'abord, puisque ces choix semblaient se proposer comme binaires, j'ai refusé en bloc tout ce qu'on me proposait, sans réaliser pleinement l'isolement total que cela allait entraîner. J'ai refusé le comportementalisme, qui m'apparaissait à peine plus supportable que du dressage. J'ai refusé l'hospitalisation, qui aurait traité mon fils comme un malade, ce qu'il n'était pas. J'ai refusé la scolarisation en milieu ordinaire, qui n'aurait pas été en mesure de prendre le temps du respect de ses fragilités, tant physiques que psychiques. J'ai refusé tout ce qui n'allait pas dans le sens du respect de sa singularité. Il est probable que je me suis perdue en route. Lorsque la peur prédomine, alors la vision se rétrécit. Je ne peux pas nier cette réalité. Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Est-ce que j'en aurais été capable? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Mais ce que j'ai appris en revanche, c'est à quel point il faut être conscient des enjeux, d'où qu'ils viennent. Les enjeux d'un système, c'est que la norme prédomine afin que les institutions financées soient rentables et non sujettes à caution. C'est que l'éducation et la santé ne soient pas contestées par les citoyens afin que les professionnels puissent rester maîtres à bord de leur vaisseau. C'est que les aides octroyées soient garantes d'une forme d'obéissance, voire de soumission. Mais les enjeux personnels sont plus impératifs encore. Qui sommes-nous en notre fort intérieur, tout autant qu'au sein du groupe? Quel est le sens de notre vie, de notre singularité, de notre identité? Pourquoi fonder une famille finalement? Pourquoi accepter l'enchaînement successif et permanent d'une obligation normative? La crèche, l'école, le travail, la maison, la famille, la vieillesse, la mort, comme si c'était une route bien droite tracée à la règle à laquelle nous ne pouvions nous soustraire. Et tout ce qui fait obstacle à l'allure commune est jugé comme négatif, à atténuer quand ce n'est pas tout simplement à faire disparaître, comme la maladie, le handicap, la folie, réelle ou soupçonnée, et tout ce qui grince et qui dépasse. Ces questions, c'est à l'abri au sein de ma famille, aux côtés de Théo, que j'ai pu y répondre. C'est en me frottant aux arêtes coupantes de la société normative que j'ai su les opposer à ce petit être merveilleux, un être si démuni finalement qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire,
l'aider encore et toujours à venir au monde. Théo a reçu tout un tas de diagnostics au fil des années. Psychose infantile pour commencer, autisme typique, puis autisme atypique, suivi juste après par autisme régressif, pour finir par entrer dans la case de autisme de type Asperger, quoique certains me parlent aujourd'hui d'autisme de haut niveau. Ces mots creux, qui sont censés faire entrer mon fils dans une catégorie, montrent bien à quel point il ne faut jamais enfermer un être dans une croyance. Lorsqu'il avait 4 ans et que les symptômes de son autisme s'exprimaient de façon douloureuse, certains professionnels m'ont encouragé à le laisser là, puisqu'après tout j'avais déjà 4 enfants à charge. Ils m'affirmaient qu'il n'apprendrait rien, qu'il ne parlerait jamais, que la vie à ses côtés serait infernale. Qui peut dire ça à une mère? Qui a le droit de faire tomber ce coup près? Qui peut décider aussi légèrement de l'importance de la vie d'un enfant? Mais mon choix était déjà fait. Je ne les ai jamais crus, jamais. Moi, ce que je voyais, c'était mon fils, si beau, si précieux, aborder chaque journée avec un courage qui ferait pâlir le plus courageux des guerriers. Face à ces angoisses profondes, il a inventé 1000 trouvailles. Des rituels, des stéréotypies, des écolalies, des balancements, des sons, des silences même. Face à sa difficulté d'interaction, il a d'abord fait le choix du silence. Quelle volonté faut-il pour s'extraire d'une communication à laquelle tout le monde s'accorde? 10 mois durant, il a ainsi trouvé le moyen d'aller à la rencontre de lui-même sans laisser quiconque le dévier de sa route par le biais d'un langage dans lequel il ne se reconnaissait pas. Au bout de 10 mois, il a finalement opté pour un langage propre qu'il a entièrement inventé. Là encore, quel incroyable courage pour proposer une langue comme solution alternative et pour miser sur la capacité de l'autre à s'en saisir, puis tenir bon la barre jusqu'à ce que la communication soit rétablie. Et enfin, au bout de quelques mois, accepter finalement ce travail incroyablement complexe de redresser ce langage réinventé vers la langue commune, et pour cela, faire confiance, se faire confiance. Je suis pleine d'admiration. Face à ces difficultés sensorielles, il s'est battu, jour après jour, là encore, pour être en mesure d'aborder le quotidien. Manger est un calvaire, se faire toucher douloureux, les odeurs font mal et les bruits agressent. Qui accepterait ces douleurs permanentes sans se lamenter jour après jour? Mais lui ne se lamente pas, enfin pas trop. Il sourit, il est gentil, il est attentif, il est conscient et courageux. Est-ce donc cela qu'il faut réduire à néant? Est-ce cette forme de liberté exemplaire qui fait peur, surtout lorsqu'elle vient d'un enfant? Ça, c'est son combat, et j'ai peur qu'il ne s'arrête jamais. Je ne peux que l'aider, le soutenir, mais jamais je ne pourrai prendre sa place, jamais je ne pourrai prendre sa douleur. Je ne peux pas, je ne dois pas. C'est ça le respect aussi, et c'est le poids que portent tous les parents finalement. Mon combat à moi aujourd'hui, il est ailleurs. Et je me demande dans quelle mesure ce n'est pas le plus difficile que j'ai mené jusqu'alors. Je ne dois pas faire déborder sur Théo tout ce sombre constat qui est le mien, d'un monde dans lequel finalement je l'encourage à rentrer. Je dois construire un espace qui s'accorde à la fois au réel, mais également à ce qu'il est en mesure d'aborder. Je dois penser à l'avenir, ce temps où je ne serai plus à ses côtés, pour qu'il continue d'être cette personne singulière, fragile et forte comme personne. Un autiste, comme on dit, mais en vérité, ça en dit si peu sur lui. Pour tenir bon la rampe, j'ai rejoint des associations, dont La Main à l'Oreille, qui est pour moi la plus belle, la plus forte, parce qu'elle a pris naissance dans une idée, le respect de la singularité. Mais La Main à l'Oreille s'essouffle, parce qu'elle est à contre-courant des directives gouvernementales, parce qu'elle ne plie pas le genou devant la toute-puissance comportementale, parce qu'elle se maintient par la force et la volonté des parents d'enfants autistes, et que ces derniers n'en peuvent plus de tous les combats à mener, et que les relais tant attendus ne sont jamais arrivés. J'ai également trouvé une école spécialisée pour mon fils qu'il a pu intégrer alors qu'il avait passé les 9 premières années de sa vie avec moi. J'ai été la vice-présidente car j'ai bien compris qu'on ne peut protéger ce qui est beau qu'en faisant partie intégrante du projet. Mais cette école est en danger également parce que l'État refuse de la subventionner
parce que l'éducation nationale refuse de la valider, parce qu'on nous oppose des arguments comptables, alors que nous parlons respect et humanité. Aujourd'hui, Théo a rejoint une école privée de formation pré-professionnelle pour les jeunes porteurs de handicap rejetés par le système, ce qui est pour le moins un pléonasme. Là encore, elle tient par la seule volonté et l'engagement de ses membres qui courent après le moindre centime. Et surtout, j'ai dit, j'ai écrit, j'ai témoigné, j'ai participé, pour alerter, ne serait-ce qu'une famille, un parent, un enfant, pour que rien ne soit acquis par ignorance, pour que les choix soient faits en toute conscience. Je suis amère, il est vrai, comment ne pas l'être finalement, mais je suis confiante aussi, parce que j'ai croisé la route de tant de gens merveilleux qui se battent à leur mesure pour que la différence soit la norme. N'est-ce pas la leçon à tirer de tout cela finalement ? Si la différence devient la norme, alors seulement le monde sera apte à recevoir Théo. Et j'ai même envie de dire que seul ce monde le mérite.